Salut à toutes et à tous, c'est Cam. Aujourd'hui, deuxième partie du bilan lecture du mois de juin avec le top flop. C'est parti. À la 11e place, et je ne l'ai pas avec moi, c'est Petite forêt de Daisuke Igarashi. Alors autant j'ai beaucoup aimé l'auteur avec Les Enfants de la mer, autant ça fait deux œuvres que je revends parce que j'accroche pas trop. Il y a eu Designs, édité chez Nueve Graphics. Alors je l'ai revendu plutôt par rapport aux histoires aussi avec Nueve Graphics, et le fait que la série n'est pas terminée ne sera sûrement pas terminée. Et en plus du fait que j'accrochais de toute façon pas trop, hormis les dessins que j'adore de cet auteur. Et La Petite Forêt, c'est un one-shot où on va nous parler plus de recettes de cuisine via de la cueillette dans la nature. J'ai lu quelques chapitres, c'était sympa, mais au bout d'un moment, c'est très répétitif et honnêtement ça ne me passionne pas. Même si c'est pas trop mon style, je suis pas du tout fermé au format épisodique. Et surtout que ce format épisodique avec la cuisine, ça a résulté dans l'un de mes plus gros coups de cœur de Jiro Taniguchi, qui est Le Gourmet Solitaire. Donc ça veut dire que c'est possible de me passionner avec ce genre d'histoire, mais là Daisuke Igarashi n'a pas réussi son coup. Et donc pour moi c'est une déception, et c'est pour ça qu'il se place à la 11e place de ce top. À la 10e place, on retrouve le tome 1 de Magic Nail Art, édité chez Naban Edition. J'en avais parlé il y a quelques vidéos en parlant des nouveautés que j'attendais sur le deuxième semestre de l'année 2024 et en parlant de Magic Nail Art comme un manga qui m'attirait pas trop, j'avais un petit peu peur, mais je voulais quand même essayer parce que c'est édité chez Naban et que j'ai tout ce que Naban a fait. Donc Magic Nail Art, ça va nous parler d'une jeune fille qui fait sa propre manucure et qui est téléportée dans un autre monde où le pouvoir des ongles et de la manicure va donner des pouvoirs magiques à leur possesseur. Et donc Sarah, qui s'appelle normalement Sahara dans le monde réel, va commencer cet apprentissage de la manucure magique. Et va notamment rencontrer Rocco, qui a l'air d'être un personnage important puisqu'il va être un petit peu son maître sur cette manucure magique. Bon, honnêtement, je suis très mitigé avec ce premier tome. Il y a franchement de bonnes idées, même si le speech de base ne m'attire pas trop honnêtement. Mais j'ai trouvé la mise en place assez longue. Au niveau du dessin, il n'y a rien à dire, c'est vraiment très beau. En plus, Naban a fait un effort d'édition puisqu'il y a des pages couleurs qui s'intègrent vraiment très bien, qui sont vraiment très importantes, des fois pour comprendre en fait la différence entre certains ongles et certains pouvoirs. Alors je vais pas arrêter la série, sinon j'aurais déjà revendu le tome. Je vais quand même tester le tome 2, mais il se peut que Magic Nail Art soit la première série de chez Naban que j'arrête. J'ai quand même de grosses attentes sur le tome 2, parce que je me dis, souvent on a un tome 1 très introductif et assez lent sur plein de séries, que j'ai finalement aimé par la suite. Ça sera peut-être le cas avec Magic Nail Art, mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai mis de gros doutes. 9ème place pour La Petite Sirène de Junko Mizuno. On en avait parlé dans la vidéo précédente, j'avais déjà testé de la même autrice Cinderella et Hansel et Gretel. Et mon préféré des trois, c'est La Petite Sirène. Comme pour les deux autres histoires, on est sur une adaptation d'un conte très connu, donc La Petite Sirène, revisité à la manière Junko Mizuno, donc c'est-à-dire avec de l'Heroguro, avec un style très punk, tout en couleur. Et je trouve que ça marche beaucoup mieux avec ce conte-là qu'avec Hansel et Gretel, ou dans une autre mesure avec Cinderella que j'avais quand même bien aimé. Donc si je dois vous en recommander un de cette autrice, ça serait plutôt La Petite Sirène. Surtout que très récemment, Yamashō a annoncé qu'il rééditait les mangas de l'autrice. Donc La Petite Sirène, Cinderella et Hansel et Gretel. Bon, moi je suis un peu dégoûté parce que je viens de les acheter, donc forcément je vais acheter la nouvelle édition parce qu'elle sera plus belle et je pense qu'elle correspondra en termes de format à ce que fait Yamashō actuellement. Mais voilà, je vous conseille quand même de découvrir cette autrice quand Yamashō rééditera tous ses mangas. 8ème place pour le tome 39 de My Hero Academia. On se rapproche de la fin, il me semble que ça a été annoncé que c'était terminé dans 4 ou 5 chapitres au Japon. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je me trompe. Et j'ai vraiment préféré ce tome 39 à pas mal de tomes précédents sur cet arc final, puisqu'on va se concentrer sur un personnage que j'aime beaucoup, All Might, et qui avait naturellement été mis de côté depuis pas mal de tomes. Bon, cet arc final reste quand même très long. Je comprends vraiment le désir de l'auteur de vouloir terminer toutes les histoires, de vouloir apporter un développement à chaque personnage qui a été mis en avant, mais malheureusement parfois on s'y perd un peu. Je pense que ça nécessite peut-être une relecture de tout l'arc lorsqu'il sera fini, et ça m'avait fait la même chose sur certains arcs de One Piece, par exemple l'arc Wall Cake de Big Mom ou l'arc Wano de Kaido, et au final à la relecture de tout l'arc je l'ai beaucoup plus apprécié, donc j'espère que ça fera la même chose avec MHA. 7ème place pour le 5ème tome de Pumpkin Night. J'avais été assez mitigé sur le tome précédent parce qu'au niveau du scénario
ça avait vraiment aucun sens. Je pense qu'il faut accepter que dans Pumpkin Night, le scénario n'a aucun sens puisque ça continue avec ce tome 5 qui m'a plus convaincu. On n'est pas là pour la qualité de l'histoire, on est là clairement pour le divertissement, pour ce côté gore, ce côté des dessins qui sont très beaux et donc qui rendent assez réalistes certaines scènes. Ça reste pour moi un petit bonbon, une très bonne idée de la part de Mangetsu d'avoir édité ça, surtout qu'ils ont commencé à l'éditer à partir de la période d'Halloween. Donc je continue cette série avec grand plaisir. À la 6ème position, One Punch Man, le tome 29. On arrive bientôt aux 30 tomes pour cette série. Je pensais vraiment pas qu'elle allait être aussi longue, mais au final ça passe bien. C'est juste que le rythme de parution en France est assez long. Bon, je suppose que ça doit suivre un rythme de parution au Japon qui doit être aussi long. Mais voilà, toujours un plaisir de retrouver One Punch Man avec ce tome pour lequel j'en attendais honnêtement un peu plus, puisque la couverture nous présente un personnage qu'on attend depuis énormément de temps, qui a apparu dans le tome précédent, et au final on se concentre 1 ou 2 chapitres sur lui, et puis il disparaît. Donc un petit sentiment de frustration en espérant qu'on n'attende pas encore 30 tomes pour le revoir. Au niveau des planches, le travail de Yusuke Murata est toujours exceptionnel, et on voit toujours aussi peu de Saitama depuis pas mal de tomes. Mais écoutez, les personnages sont quand même assez bien développés, les autres personnages de rang S ou en dessous, ce qui fait que personnellement ça ne me gêne pas trop, même si j'ai envie quand même de revoir notre héros principal. On continue ensuite avec Rude Boy de Jiro Taniguchi, plutôt une bonne surprise, parce que je m'attendais à être déçu. Il s'agit d'une œuvre des premières années de carrière de Jiro Taniguchi, et en général la première partie de carrière de Jiro Taniguchi représente les mangas que j'aime le moins de l'auteur. Donc vu le style de dessin et vu l'ambiance qu'avait l'air d'avoir Rude Boy, je me suis dit bon ça va être pareil qu'un Trouble is My Business ou autre manga que j'ai un peu moins apprécié de l'auteur. Et au final non, cette collaboration avec Caribou Marley au scénario marche très bien et on va suivre l'histoire d'un personnage qui est un petit peu un vagabond, un gars des rues comme on l'appelle, un Rude Boy c'est son surnom, qui va s'enticher d'une femme qui n'est pas du tout du même milieu que lui, et autant vous dire qu'il va pas lâcher l'affaire et qu'il va un petit peu parfois jouer des points pour arriver à son objectif. Donc vraiment très intéressant, vraiment une bonne découverte et un bon manga de Jiro Taniguchi, peut-être un de mes préférés dans sa première partie de carrière. Le 4e manga de ce classement, je ne l'ai pas en physique puisque je l'ai lu en numérique grâce à l'application Allscreen. Je vous renvoie à ma vidéo d'avant pour une présentation de Allscreen qui est en fait la plateforme numérique de Ankama dans laquelle ils transforment leur format physique manga en format webtoon. Donc je vous avais présenté dans la vidéo précédente Shamisen et j'ai lu l'incontournable Radiant, le tome 1, et j'ai été vraiment agréablement surpris puisque je m'attendais à un shonen plutôt classique où j'en ai lu des vingtaines, des trentaines des shonen comme ça, et au final on reste bien sûr sur certains codes classiques du shonen, mais il y a un vent de fraîcheur avec Radiant, un je ne sais quoi qui fait que il est au-dessus de certains shonen, grâce certainement à son personnage de Seth ou Seth, je sais pas comment on dit, qui est vraiment haut en couleur et qui apporte beaucoup à l'œuvre, mais aussi je pense à ce format un petit peu webtoon que Ankama a fait grâce à la plateforme Allscreen, qui apporte pas mal de fluidité à ce manga. Donc vraiment très intéressant, et je pense que je vais continuer à lire ce manga sur la plateforme, parce que j'ai envie de savoir ce qui se passe ensuite. Le tome 1 était très bien, mais je suppose que la suite est encore mieux. N'hésitez pas à me convaincre en commentaire si je dois continuer ou arrêter ici Radiant, même si j'ai ma petite idée. La médaille de bronze pour un manga que j'adore et qui va se terminer bientôt, Les Enfants d'Hippocrate de Toshiya Higashimoto, l'auteur du Bateau de Thésée. Je vais pas vraiment vous raconter ce qui se passe dans ce tome puisqu'on arrive à la fin, donc je vous laisse lire le manga pour savoir ce qui se passe. Mais en tout cas, il y a toujours cette douceur du trait de Toshiya Higashimoto qui apporte énormément à ses œuvres, que ce soit dans le Bateau de Thésée ou ici dans Les Enfants d'Hippocrate. Et le fait de s'imposer une limite de 10 tomes à ses œuvres, je sais pas s'il fait exprès ou si vraiment c'est quelque chose qui décide à l'écriture de ses mangas, fait qu'on est toujours dans un rythme assez soutenu, même dans un manga un petit peu tranche de vie comme celui-ci, et on s'ennuie jamais à la lecture. En tout cas, moi je me suis pas ennuyé. Là, on assiste à la relation naissante entre deux personnages qui est vraiment très touchante, et c'est hyper bien amené, c'est voilà, toujours tout en douceur, et ça, cet auteur le fait très bien. Assez triste que ça se termine au prochain tome, mais comme j'ai dit, c'est une bonne durée, 10 tomes, et l'auteur l'effectue vraiment efficacement. Je suis pas sûr que ce manga ait le succès qu'il mérite en France, donc n'hésitez pas à le découvrir, n'hésitez pas à aller feuilleter le tome 1 en librairie, parce que pour moi ça vaut vraiment le coup. Confirmation du coup de cœur pour Peleliu Gaiden, qui n'est pas la suite de Peleliu, mais qui est un spin-off, c'est-à-dire qu'on va se concentrer sur certains personnages de l'œuvre de Peleliu, ou des personnages qu'on n'a pas du tout vus, comme du côté de l'armée américaine, et c'est hyper bien fait, ça apporte encore plus de profondeur à l'œuvre originale, mais pas de la profondeur sans intérêt, puisque des
fois c'est un petit peu le cas des spin-offs où on va se concentrer sur des histoires qui n'ont pas trop d'intérêt. Là ça a vraiment de l'intérêt, ça apporte vraiment une pierre à l'édifice. Évidemment ça ne sert à rien de lire Pelelu Gaiden si vous n'avez pas lu Pelelu, l'œuvre originale, mais pour moi c'est un incontournable si vous avez justement lu Peleliu. Ça permet vraiment de compléter cette œuvre qui était déjà très complète, et j'adore tout simplement, vivement le prochain tome. C'est une série incontournable. Et en numéro 1, un gros coup de cœur qui est Le chemin de l'amitié d'une autrice que j'adore, Ikue Aizawa. C'est édité chez Naban Édition. C'est plutôt court, hein, le tome est pas très épais, mais l'édition est très bien réalisée. Et on va assister à la naissance d'une amitié très profonde entre deux jeunes hommes, Izumi et Yosuke, qui se rencontrent sur le chemin de l'école. L'un va dans un sens, l'autre va dans l'autre, et puis à chaque fois ils se croisent et ils vont créer cette amitié qui est hyper touchante, hyper belle. Comme tous les mangas de Ikue Aizawa, c'est rempli de poésie, rempli de bienveillance, avec un dessin toujours très particulier, mais qui marche très bien une fois qu'on s'y habitue. Et je sais pas, Ikue Aizawa a un truc pour arriver à exprimer certaines émotions, certains sentiments que certains autres auteurs n'arrivent pas à faire. Je trouve qu'elle est hyper forte pour ça. Donc vraiment un coup de cœur qui rappelle l'autre coup de cœur de cet auteur qui est Demande à Modigliani et qui dispose notamment de certains éléments qu'on retrouve dans Demande à Modigliani. Donc une très très belle œuvre. Et c'est la fin de cette vidéo, merci à toutes et à tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit like et un commentaire pour me dire quelles ont été vos meilleures lectures du mois. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Merci encore de m'avoir suivi. À la prochaine. Salut. Ciao.